Bienvenue sur le Petit Point Geek et voici une nouvelle rubrique, la première image. Avec une analyse non pas de la première image, oui, ça commence bien, je vous mens dès le début, mais de la première séquence d'une série ou d'un film. Les cadres, la musique, le montage, tout est choisi avec précision par le réalisateur ou le showrunner pour que le spectateur puisse être capté par sa création. Vous verrez que les scènes d'ouverture vous révèlent bien des secrets. Et comme Halloween arrive à grands pas, quoi de mieux que d'analyser les 4 minutes 21 secondes de la première séquence de la série mythique d'horreur The Walking Dead. Si vous étiez sur la planète Mars depuis 10 ans, vous n'avez sûrement pas entendu parler de la série The Walking Dead, dont voici une petite présentation. The Walking Dead est une série d'horreur en 11 saisons avec 161 épisodes diffusés depuis le 31 octobre 2010 sur la chaîne américaine AMC. C'est une adaptation du comics du même nom créé en 2003 par Robert Kirkman, également producteur exécutif de la série. The Walking Dead raconte l'histoire de Rick Grimes, un flic dans le coma qui se réveille dans un monde dévasté et où les morts se réaniment pour bouffer les vivants. Voilà, ça paraît simple mais en fait pas tant que ça, puisque si au départ le spectateur est curieux par rapport aux zombies, évidemment ce qui tient en haleine sur 11 saisons, ce sont les relations humaines. Que nous dévoilent donc les premières images de l'épisode pilote de The Walking Dead. Un plan très large, nous sommes à un carrefour au milieu de la campagne, une voiture au loin roule vers nous à bonne vitesse et bien sur sa ligne, dans un paysage calme et bucolique. La route est propre, les bordures sur les côtés sont bien taillées. Nous avons l'impression d'être dans un monde normal, en tout cas celui que le spectateur connaît. Le showrunner nous fait entrer depuis notre référence dans son univers. Pourquoi un plan large ? Parce que contrairement à la suite où les plans pourront être rapprochés et donner un rythme plus soutenu au montage et donc engendrer la peur, ici nous voyons quasiment tout ce qu'il se passe dans le cadre. Cela permet de poser le décor, espace et temps, mais aussi donner l'impression au spectateur qu'il peut maîtriser la situation. Cependant, nous pouvons commencer à nous questionner. Où nous situons-nous géographiquement ? C'est quoi cette voiture qui arrive ? Qui l'a conduit ? Pourquoi est-elle là ? Et comme je le dis précédemment, de donner un certain tempo qui variera durant la série et qui justifiera cet adage, le calme avant la tempête. Au moment où la voiture arrive à la hauteur du carrefour, la caméra effectue un mouvement arrière en travelling, elle panote pour suivre la voiture. Deux choses apparaissent, d'une part nous remarquons que c'est une voiture de police, d'autre part nous observons les roues d'une voiture en l'air. Et en général, quand une voiture se trouve sur le toit, c'est pas très bon signe, ce qui expliquerait la voiture de police. Mais alors, où est donc son gyrophare et où sont donc les autres voitures de secours ? La caméra continue de panoter et cette fois-ci un camion apparaît accidenté sur le côté de la route. La voiture de police s'arrête à sa hauteur et on peut remarquer qu'elle n'est pas en très bon état, n'est-ce pas ? Un peu sale cette voiture de police quand même, non ? La caméra continue de reculer, nous nous éloignons de la scène de l'accident, le conducteur coupe le contact et sort de sa voiture. C'est Rick Grimes, le héros de la série, mais ça, vous n'êtes pas censé le savoir tout de suite. Il est en tenue de policier, il observe calmement mais avec un petit air inquiet devant lui, puis ouvre la portière arrière et prend son chapeau. Objet iconique qu'on retrouvera tout au long de la série. Il n'est pas dans l'urgence malgré l'accident, ce qui est plutôt surprenant. Le son est déjà très important, il le restera durant toute la série. On n'entend pratiquement rien en fait, pas de cris, pas de larmes, pas de gens qui appellent au secours, étrange pour un accident de voiture, non ? Mais par contre, on entend des oiseaux bien particuliers, des corbeaux. Des oiseaux synonymes de mauvais augure, même si en réalité ce sont des volatiles très sympathiques, mais dans les histoires d'horreur en général, ils sont là où règne la mort. Et la caméra continue gentiment de reculer pour nous éviter de voir ce que prend Rick dans son coffre et de dévoiler quelques surprises supplémentaires. Rick ouvre le coffre et prend un jerrycan d'essence. Ce policier n'est donc pas là pour l'accident, mais pour un problème d'essence, et pourtant sa voiture a l'air de fonctionner. Il ne ferme pas son coffre et marche sur la route. La caméra nous révèle un petit bout d'un autre véhicule bien rouillé et qui paraît également accidenté. Changement de plan, Rick marche vers nous,
On voit encore d'autres véhicules abandonnés, brûlés et rouillés. On commence alors à comprendre que cet accident doit dater d'un moment. La caméra suit notre héros vers la gauche. Encore une fois, le son va nous donner des indices à ce mystère. On entend des mouches voler, on les voit même passer devant la caméra. Les mouches, ces personnages à part entière, grands amis des zombies que vous entendrez bourdonner tout au long de la série, et en général, quand elles sont présentes, c'est un signal de danger. Rick marche toujours vers nous en plan rapproché, d'un pas alerte, mais avec un air préoccupé. Encore un travelling arrière, on suit Rick qui descend une petite pente avec une nouvelle voiture accidentée. Il passe entre les poteaux d'une pancarte de station-service. Nous avons donc la réponse à une question. Il va chercher de l'essence dans une station. Mais les poteaux représentent autre chose. C'est une porte qui donne sur un autre univers, celui du showrunner. On remarquera que Rick se tient rapidement le côté de l'abdomen, un rappel de sa blessure lors d'une fusillade qu'on verra par la suite. Une fois passé dans ce nouvel univers, nous continuons de découvrir le paysage dans lequel Rick évolue, mais toujours en arrière. C'est une manière de nous cacher des surprises, certes, mais aussi de nous imposer un rythme. Le spectateur n'a plus le droit de maîtriser. C'est encore le chaos. Rick avance au milieu de voitures, cette fois-ci plus propres, plus ou moins bien stationnées dans l'herbe. Mais ce qui intrigue, ce sont tous les vêtements étalés au sol. Il n'y a toujours aucun bruit humain, uniquement des oiseaux. Tout à coup, nous passons à une caméra subjective. Nous voyons ce que voit Rick, ce qui impose encore plus la vision du réalisateur. Nous sommes prisonniers de cet univers, il est interdit d'en sortir. Une sorte de camping est aménagé au milieu des voitures, une toile est dressée, une glacière rouge, pour bien la voir dans le cadre et attirer l'œil vers le bon endroit de l'image, un vélo pour enfants, puis le regard se tourne vers la droite, une poupée, du linge dans une corbeille. Il y avait de la vie ici et même des gens installés. Situation étrange pour une station-service et juste à côté d'un accident de voiture. La caméra recadre en plan éloigné qui confirme notre déduction. Nous sommes bien dans un camping improvisé. Des cartons cachent même une fenêtre de voiture cassée. On continue de suivre Rick au loin. Il se baisse devant une voiture bleue qui nous est cachée par un arbre. Nous voilà de l'autre côté de la voiture bleue, côté passager. Rick avance, l'air grave, nous découvrons avec horreur le cadavre d'une femme ensanglantée au visage avec des mouches tournoyantes. Les fameuses mouches du début de la séquence, je vous avais prévenu. Derrière Rick, on peut également apercevoir un autre cadavre d'un homme au volant de sa voiture également. Ce n'est pas un simple accident, il y a eu plusieurs morts dans des conditions bien particulières. Rick a un air grave, mais il continue son chemin comme si cette scène ne le surprenait pas. Cet homme a déjà connu ce genre de scène sans aucun doute. Nous le suivons, toujours en travelling latéral, le camping se confirme, des tentes, du linge qui sèche, des lampes accrochées aux branches, les campeurs étaient installés là depuis un moment. Rick arrive au niveau des pompes, mais une pancarte grince en ballottant au vent, no gaz, plus d'essence. Rick observe la pancarte puis regarde autour de lui en soupirant. Ça ne doit pas être la première fois qu'il court après l'essence et il en a gros sur la patate. Il entend un bruit derrière lui, il se retourne, main sur son arme, ce n'est que le claquement d'une toile de tente. Il commence à avancer, nous présentant son dos. Ça ne présage rien de bon, souvent on s'attend à une attaque surprise quand le héros se retourne. Mais soudain, un raclement sur le sol, le stop net. Quand je vous disais que le son était très important dans cette série. Il se retourne, écoute le bruit, puis avec un doute, il baisse les yeux. La caméra suit le mouvement et le cadre passe à ras du sol au niveau de l'essieu d'une voiture. Rick pose son chapeau, s'agenouille. Ce genre de cadrage dans les histoires d'horreur est courant. C'est le monstre caché sous le lit. Comme le dit Stephen King, ce sont les peurs ancestrales imprégnées en nous qui ressurgissent le plus facilement. On ne voit pas, donc on a peur. Rick est curieux, il veut voir d'où provient ce bruit, alors que dans notre tête, il reste encore l'image des deux cadavres. Nous aimerions lui dire de courir loin de cet endroit. Mais non, il se penche et regarde vers nous. Quelques secondes s'écoulent et deux jambes traînantes traversent le cadre. Rick n'a pas l'air inquiet, il observe calmement les jambes.
La caméra redevient subjective. Ce sont des jambes d'enfant avec des gros chaussons en forme de lapin. Ça pourrait être mignon si les jambes n'étaient pas aussi sales, peut-être même aperçoit-on des traces de coups. L'enfant s'arrête de marcher devant un ours en peluche, la main de l'enfant attrape le nounours, elle marche sur un morceau de journal ostensiblement ouvert vers nous qui n'est pas là par hasard comme tout ce que vous pouvez apercevoir à l'image. Cette une montre une photo du musicien Mos Def et un gros titre The Mighty Mos Def, le puissant Mos Def en français. C'est un clin d'œil au génie du hip-hop Mos Def, par ailleurs comédien dans l'excellentissime film Soyez sympa rembobiné et femme de film de genre à ses heures perdues, dont une grosse compilation de ses raretés et face B était sortie quasiment en même temps que le tournage de Walking Dead. Ce journal est un des éléments qui permettent d'avancer que l'action se situe vers 2010. Retour sur Rick qui se lève d'un bond. On remarquera à partir de cet instant que le montage est bien plus rapide. Regard subjectif sur l'enfant de dos qui marche en traînant ses chaussons, son peignoir est sale et ses cheveux longs blonds sont emmêlés. Retour sur Rick, le regard inquiet, il avance rapidement et interpelle la petite fille. Il veut la rassurer en déclarant son identité. La petite fille s'arrête de marcher. Toujours d'une voix sûre, Rick veut la tranquilliser. Dans ce chaos, il apparaît comme un super-héros intrépide qui n'a peur de rien. Il avance vers la fillette et s'arrête à quelques mètres. La petite fille se retourne et enfin, nous découvrons ce que nous sommes tous venus voir, un zombie. Mais évidemment, personne ne s'attendait à voir un zombie enfant dès le premier épisode et sûrement pas à moins de 5 minutes du début. C'est une première claque. La petite fille grogne, petit travelling avant pour faire un gros plan sur la tête avec un maquillage bien flippant. Le gros plan est là pour nous effrayer évidemment, mais aussi, et ce n'est pas rien, montrer le talent impressionnant de l'équipe maquillage dirigée par Greg Nicoretto. Il fallait dès le départ indiquer aux spectateurs que ce n'était pas de la série B, qu'ils allaient se régaler avec de vrais maquillages incroyablement réalistes, un véritable challenge. Retour sur Rick, pratiquement impassible, il a un mouvement de tête, l'air de dire « Ah non, pas ça », mais pas la peur qu'on aurait la première fois qu'on voit un zombie. Cet homme a un sang-froid incroyable où il est déjà habitué à voir ce genre de phénomène, voire les deux à la fois. Une pause s'impose. L'attraction de The Walking Dead est évidemment les zombies ou marcheurs ou mordeurs ou d'autres termes plus ou moins justes. La série a été créée par Frank Darabont, très connu dans le milieu du genre pour avoir réalisé The Mist, La Ligne Verte, et d'être le scénariste de bon nombre de films et séries comme Les Contes de la Crypte, Le Blob ou Frankenstein. C'est un maître dans le genre et un très bon connaisseur de l'histoire du cinéma. La scène avec la petite fille blonde n'est pas anodine. Normalement, dans le comics d'où est tirée la série, l'histoire commence plutôt avec Rick qui se prend une balle et tombe dans le coma. Ici, Frank Darabont a voulu donner tout de suite le ton, d'une part parce qu'une partie des spectateurs connaissaient déjà le comics, il fallait donc les surprendre, d'autre part, il fallait montrer que cette série allait être bien plus choc que les comics. Une scène qui signifiait « ils sont capables de tout dans cette série ». Frank Darabont a donc pensé à cette scène qui n'existe pas dans le comics, mais par contre est un hommage au film culte de zombies que tous les fans de genre connaissent par cœur, La Nuit des Morts Vivants de Romero. Ce film de 1968 a changé la donne dans le milieu car très moderne dans sa conception. Notamment, Romero n'a pas eu peur de montrer une petite fille blonde zombie massacrer une femme à la truelle. Ça ne vous rappelle rien? C'est donc tout naturellement que Darabont a voulu commencer par montrer un zombie dans les premières minutes de la série et donc reprendre le rôle de la petite zombie blonde jouée par Kira Stone de La Nuit des Morts Vivants par une autre petite zombie blonde jouée merveilleusement par Addie Miller. Vous remarquerez la ressemblance même au niveau du maquillage des yeux. De même que Romero, Darabont était plus enclin à créer des zombies avec une certaine intelligence. La petite zombie est capable d'attraper son nounours comme la petite de Romero qui attrape une truelle. Cela changera quand AMC virera Darabont de la série durant la saison 2. Je vous passe toute la chamaillerie qui vient tout juste de se terminer 10 ans plus tard devant un tribunal. AMC est donc revenu à des zombies avec 0 de QI, ce qui les arrangeait bien. Imaginez la complexité des scènes si les zombies étaient capables d'ouvrir les portes. Il y aura donc une légère incohérence dans la création des zombies entre la saison 1 et les 10 autres saisons, mais ça dérange pas plus que ça.
Il y a aussi l'école des zombies rapides, comme dans 28 semaines plus tard, et celle des lents, comme dans les films de Romero. Darabont aurait voulu des zombies qui se réveillent d'un coup et attaquent rapidement, mais encore une fois, pour une raison de facilité dans l'histoire, quand Darabont ne fut plus sur la série, AMC décida que les zombies seraient lents, point barre, ce qui arrangea bien tout le monde. Et même s'ils sont lents, leur nombre suffit largement à submerger les humains. Revenons sur la scène d'introduction. La scène d'attaque est filmée comme un duel de western. La caméra juste à l'arrière de Rick est au niveau de son arme alors qu'il fait face à son ennemi, la petite fille, prêt à dégainer son nounours. Plan large, elle avance, impressionnée il recule et dégaine. Plan à niveau sur la petite, déterminée par sauter sur l'humain, elle accélère le pas. Retour sur Rick en gros plan, son visage est caché par son arme qu'il vise sur la fillette et il tire. La petite zombie se prend la balle en plein milieu du front, elle tombe en arrière sous le choc de la balle, la caméra est complètement plongée en plan large, elle tombe sur le sol au milieu d'un halo d'éclaboussures de sang. On entend uniquement le coup de feu se répercutant en écho dans le silence. Plan latéral moyen, nous sommes au niveau du sol, le corps de la petite rebondit légèrement sur le sol, une énorme coulure de sang s'échappe du trou de son front et coule vers nous. Une mouche volette autour de la tête de la petite zombie. L'image est violente et bien que ce soit un zombie, on ne peut réprimer de la stupéfaction pour cette image. Retour en gros plan sur le visage de Rick, toujours caché en partie par son arme qu'il baisse lentement. Il a l'air choqué, c'est le reflet du spectateur, mais malgré cette émotion, on voit bien que ce personnage garde son sang-froid en toutes circonstances. Des corbeaux croassent, la mort plane. Le générique démarre. Nous sommes désormais entièrement plongés dans l'univers du showrunner. Cette scène restera gravée dans l'histoire des séries pour son culot, bien entendu, sa réalisation impeccable et son accroche. L'adaptation a été soignée, reprenant l'univers du comics avec brio, mais tout en apportant des nouveautés dès l'entrée en matière qui ont permis aux connaisseurs d'être tout aussi surpris que les nouveaux spectateurs. Voilà pour la première séquence de The Walking Dead. Cette analyse survole les images avec quelques anecdotes, mais il existe une multitude de détails dont je ne vous ai pas parlé ici, comme le choix colorimétrique et celui des accessoires, l'absence de musique ou encore les profondeurs de champ et angles de caméra. La vidéo aurait fait au moins 1 heure, donc j'ai juste parcouru cette séquence pour vous montrer comment les premières images d'une œuvre pouvaient être riches en informations et vous apporter beaucoup d'éléments. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, dites-moi quelle introduction de série ou de film vous aimeriez que je décortique pour vous. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines diffusions vidéo. Attention aux mouches et à bientôt.